Je crois qu'elle sentait qu'elle pouvait avoir un destin. Ils ont, à un moment donné, totalement éradiqué Hollywood. Comment est-ce que vous avez rencontré John Kennedy? Je l'ai rencontré chez des amis communs à Washington. Jackie était obligée de fermer les yeux sur les liaisons de John. Elle n'avait pas le choix. Elle était déterminée à faire cette croisière pour punir John. Je crois que c'est le rôle de toutes les femmes d'aider son mari, de le soigner et de l'aider à être le meilleur président possible. Il ne faut jamais oublier ce qui se passe dans cette voiture décapotable. Et qu'est-ce qu'elle reçoit sur la figure. Elle avait pensé à ce geste, et c'est un geste qui restera, j'allais dire, jusqu'à la fin des temps. Et elle a insisté auprès d'Onassis pour refaire la même soirée et les mêmes photos avec elle à la place de la Calas. Les médecins sont entrés dans sa chambre et ils lui ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. Last night at around 10:15, my mother passed on. C'est une héroïne de roman, sauf que le roman, il est vivant. Le roman, c'est la réalité. Elle s'appelait Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Mais le monde entier a fini par l'appeler Jackie. Elle a été une héroïne, celle d'une tragédie américaine. À l'origine de tout, une tache de sang sur un tailleur Chanel, quelques secondes d'image en direct de Dallas sur une pellicule qui tremble. Et voilà ce qui aurait dû résumer sa vie. Des milliers d'autres femmes en seraient restées là, en quelque sorte figées pour l'histoire. Mais pas elle. Elle sera certes pour toujours l'épouse du président américain assassiné, mais la veuve sera superbe, incendiant son époque. Lorsqu'une femme a eu pour rival Marilyn Monroe ou encore Maria Callas, qu'aujourd'hui encore son style inspire ces dames, et même les premières d'entre elles, c'est que l'on s'approche à grands pas d'un mythe. Un mythe qu'elle va incarner jusqu'à ses derniers jours. Nous sommes le 14 mai 1994, dans les allées de Central Park, à New York. Une femme, à l'apparence ordinaire, attire l'attention d'un photographe de presse. C'était un dimanche après-midi dans Central Park. Et je me souviens, il faisait un peu frais ce jour-là. Les fleurs venaient juste de s'ouvrir. Cette New-Yorkaise, presque comme les autres, c'est Jackie Kennedy. À 64 ans, cela fait longtemps qu'elle ne fait plus la une des journaux. Ce jour-là, elle ne fait que se promener tranquillement, en famille. Sa fille, Caroline, était passée la voir ce jour-là. Il y avait son fils de 16 mois. Il y avait aussi évidemment son compagnon, Maurice Templesman, avec qui elle habitait. Ils sont sortis tous les quatre. Jackie a mis un pull, des lunettes de soleil. Maurice marchait à sa droite. Il a passé son bras autour d'elle parce que Jackie était terriblement faible. Si Jackie est faible, c'est parce que cela fait 4 mois qu'elle lutte contre un cancer. Elle sait déjà qu'elle vit ses derniers jours, mais pour préserver ses proches, elle ne leur a rien dit. Ces photos seront les dernières de sa vie. Elle portait une perruque parce qu'elle avait beaucoup perdu de cheveux à cause de la chimiothérapie. Elle avait perdu 10 kilos, ses jambes étaient très maigres. Mais elle était toujours cette merveilleuse Jackie, l'ex-première dame qui avait charmé le cœur de l'Amérique. Mais le lendemain de cette dernière promenade, son état de santé se dégrade. Jacqueline Kennedy Onassis has been hospitalized again in New York. Her spokeswoman says the former First Lady is fine, undergoing what was called routine treatment for cancer of the lymph system. Les médecins sont entrés dans sa chambre et ils lui ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle.
Et c'est à ce moment-là que Jackie a décidé qu'elle ne voulait pas mourir dans une chambre d'hôpital. Elle voulait retourner chez elle, dans son appartement qui surplombait Central Park. With her children John and Carolyn by her side, the former First Lady went home to her New York apartment last night. I think all the members of the family were distressed by the medical report, so we wanted to love Jackie, and all the members of the family love her very deeply. We want to be here this evening. Elle a dit à Caroline et à John qu'elle allait retrouver leur père maintenant. Et ça a été ses derniers mots. Dans la nuit, Jackie s'est éteinte dans son appartement. Le lendemain matin, c'est son fils, John Kennedy Jr., qui se charge d'annoncer la terrible nouvelle à la presse. Je me souviens, j'étais en bas de l'immeuble de Jackie, 1040 Fifth Avenue, le soir de la mort, quand John est descendu lire la déclaration à la presse, très dignement, sans larmes, avec des mots très simples. Last night at around 10:15, my mother passed on. She was surrounded by her friends and her family and her books and the people and the things that she loved, and she did it in her own way and on her own terms, and we all feel lucky for that. Tout d'un coup, une fois encore, c'était un moment Kennedy, c'est-à-dire il y avait une douleur violente et puis une dignité extraordinaire. I hope now that you know we can just have these next couple days in relative peace, and thank you all very much, and have a good afternoon. Alors que Jackie quittait ce monde, John, lui, était en train de devenir la nouvelle icône de la famille Kennedy. Pour bien comprendre qui est cette femme qui vient de s'éteindre à New York, quel impact son destin a eu sur l'Amérique, il faut maintenant repartir en arrière, revenir au moment où Jacqueline Bouvier va faire une rencontre, et pas n'importe laquelle. Elle va bientôt s'appeler Jackie Kennedy. Nous sommes en août 1953, quelque part sur une plage de la Côte d'Azur. C'est ici que John Fitzgerald Kennedy est venu passer quelques jours de vacances. Dans moins de 2 semaines, le futur président va se marier. Le problème, c'est que la jeune femme avec qui il est venu se reposer n'est pas sa future épouse. C'est le côté sombre de John Kennedy. Il a besoin de satisfaire son appétit pour les femmes. Il a besoin de conquérir, de pourchasser et de capturer toutes ces femmes. La femme qu'il doit épouser, c'est elle. Jacqueline Bouvier, elle a 23 ans, c'est une brillante journaliste. Il l'aime, mais il ne peut pas s'empêcher de la tromper. C'était un célibataire très actif avant qu'il la rencontre. Il a continué d'être un mari très actif, pas seulement avec son épouse. Et évidemment, ces photos parviennent à la jeune fiancée quelques jours avant son mariage. Mais la jeune femme ne dira rien. Elle veut épouser John, quel qu'en soit le prix. C'est une femme très intelligente, sinon calculatrice, du moins ambitieuse. Elle sait dans quoi elle s'embarque. D'autant plus que la jeune femme connaît cette faiblesse masculine. Son père, son modèle, Black Jack, comme on le surnomme, est un playboy notoire. Il a quitté sa mère après avoir dilapidé sa fortune. Jackie n'avait que 7 ans. Son père l'a énormément influencé, elle l'a adoré, elle l'a admiré. Elle savait qu'il était volage. Et donc, d'une certaine façon, toute son enfance et son adolescence ont été imprimées par l'idée, le fait que les hommes, ils sont comme ça. Jack Bouvier et John Kennedy avaient beaucoup de points communs. L'allure, l'immoralité et le manque de scrupules en ce qui concerne les femmes. Voilà une histoire d'amour qui commence mal. Pourtant, ce n'est pas l'image qu'ils donneront de leur couple. Durant des années, ils vont s'efforcer d'offrir au monde une histoire idyllique.
Tout commence donc comme un conte de fées, ici, à Newport, le 12 septembre 1953. Ambassador and Mrs. Joseph Kennedy, parents of the groom, are among the personalities on hand to make this the top society wedding of the year. Jackie était resplendissante et était là où elle aimait être, c'est-à-dire en haut de l'affiche. Mademoiselle Bouvier devient ainsi Madame Kennedy. Cela faisait 2 ans qu'elle attendait ce moment. 2 ans depuis sa rencontre avec John. Un véritable coup de foudre. We met in Washington at the home of some friends. Was it a case of love at first sight? Well, I don't know. I don't know how you describe that, but anyway, I was very interested. Ce qui a séduit John, c'est le tempérament de Jackie tout d'abord. Déjà à l'époque, ce n'est pas une Américaine tout à fait comme les autres. C'est une des premières Américaines indépendantes. Elle avait une décapotable, elle vivait dans un appartement à Georgetown, pas avec ses parents. Elle a vécu en Europe, elle a fait ses études à Paris. Paris est l'une des villes préférées de Jackie Kennedy. Elle a d'ailleurs gardé ici quelques amis. Elle était très vive et très intelligente, elle avait beaucoup d'ironie, mais elle avait de temps en temps des périodes un petit peu tristes, un peu lointaines. Elle était très douée pour tout ce qui relevait du flirt et de la séduction. Les hommes étaient littéralement subjugués par Jackie. Alors, en 1951, quand elle rencontre John Fitzgerald Kennedy, le plus jeune sénateur américain, elle a vite compris que c'était l'homme de sa vie et va tout faire pour le conquérir. Jackie parlait de lui comme s'il s'agissait d'un dieu revenu sur Terre. Elle l'adorait. Il faut dire qu'il était tellement glamour. Lui aussi était sophistiqué et il savait tout sur tout. Je crois qu'elle sentait qu'elle pouvait avoir un destin. J'ai toujours pensé qu'elle épouserait quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'elle le valait. John, lui, n'a jamais vraiment été convaincu par cette idée de mariage. C'est son père, Joe Kennedy, qui l'y a poussé. Il savait que son fils devait avoir une épouse pour conquérir la Maison-Blanche. Il travaillait dans la communication. Les relations publiques étaient très importantes pour lui. Donc, bien sûr, le mariage a été organisé et orchestré par ses soins. C'est un mariage fastueux, je crois qu'il y avait 1200 convives, enfin c'était absolument gigantesque. Ce sont tous des jeunes gens, des jeunes filles en fleurs. On sent la richesse, la spontanéité, la fraîcheur, l'aisance, la souplesse de tout cet univers. Hein. Ils sont beaux tous, ils sont tous photogéniques. La photo de famille est belle, mais il y manque pourtant quelqu'un d'essentiel pour Jackie, son père. Black Jack n'est finalement pas venu à la noce. Ivre, il est resté à son hôtel. Une nouvelle déception pour Jackie, qui une fois de plus ne montre rien. Jackie était excellente quand il s'agissait de jouer la comédie. Il était hors de question qu'elle se comporte comme une petite fille pleurnicharde. Le sourire est une arme de dissimulation, c'est un masque, et donc sert de rempart entre vous et le reste du monde. Si vous regardez les images, elle a vraiment l'air d'une reine et ne laisse rien paraître. En entrant dans la famille Kennedy, Jackie découvre un clan, une sorte d'entreprise familiale conçue pour gagner, avec un esprit de compétition transmis de père en fils. Ils étaient toujours en train de faire du sport, que ce soit à l'extérieur ou dans la maison, sur la route. Ils se lançaient des ballons, ils se bousculaient. Elle détestait ça. Et dans ce clan, les femmes ont un rôle bien précis, servir l'ambition de leur mari. Rose Kennedy et Eunice étaient de vraies politiciennes en jupon. Elles avaient ça dans le sang. Elles passaient leur temps à faire campagne, à faire en sorte que leur mari soit élu. Jackie n'était pas comme ça. Elle sait très bien qu'il va falloir qu'elle s'adapte, qu'elle subisse un certain nombre de contraintes et qu'elle... sinon qu'elle assimile tous les dossiers, du moins qu'elle soit un peu au courant.
Mais c'est sur un autre terrain que Jackie va gagner ses galons d'épouse parfaite. John a la santé fragile et Jackie va vite lui devenir indispensable. Elle apprend après le mariage avec son mari qu'il est enfin atteint d'une maladie qui est très grave. C'est une dégénérescence du système nerveux. Tous les jours de sa vie, John F. Kennedy a souffert de son dos et d'autres effets seconds. Et surtout les effets seconds des médicaments qu'il prenait. Et un an à peine après leur mariage, John Fitzgerald Kennedy doit se rendre à New York pour subir une grave opération du dos. Il y a eu 3 opérations de sa colonne vertébrale, elle est à ses côtés. Elle est à ses côtés également pendant l'extrême onction. 3 fois, elle pourrait perdre son mari. Forcément, ça la rapproche de lui. Ça crée un lien très fort que rien ne brise. Et après cet épisode survenu en pleine campagne électorale, John se sent plus fort lorsque sa femme l'accompagne. Dès lors, il ne pourra plus se passer d'elle. I'm glad to be back here and have a chance to take part in what's going on. I'm sure my wife is too. De retour à Washington, Jackie est immédiatement intégrée dans la campagne de son mari pour l'élection présidentielle. Jackie était un aide de camp de premier ordre. Elle parle couramment 4 langues. Et grâce à cet atout, elle va aider John à conquérir de nombreuses communautés, notamment la communauté hispanique. Voten ustedes por el Partido Demócrata el día 8 de noviembre. Que viva Kennedy. Autre atout, Jackie est très télégénique. Et les Kennedy décident donc de la mettre en avant dans une émission entièrement dédiée à leur famille. An informal visit with the family of Senator John F. Kennedy. Won't you tell us, Jacqueline, a little about your experiences? We visited 184 communities, and I think slept in nearly every city in Massachusetts. And we must have shaken hands with nearly everyone in Massachusetts, too. Well, congratulations, Jackie. And congratulations to Jack, that he found a wife who has so enjoyed the campaign. Nation check is too small. Ce jour-là, tout le monde s'en est rendu compte. Jackie a volé la vedette à son mari. I think your wife will make a better senator than you. What do you think? I agree with her. Ce n'est donc plus un homme, mais un couple qui fait campagne. Désormais, la foule se déplace pour John, mais aussi et surtout pour Jackie. Elle était extrêmement populaire, surtout auprès des femmes qui étaient folles d'elle. Elles adoraient sa façon de s'habiller. Sans même parler, elle était un grand atout pour John. Elle suscitait de tels applaudissements, je n'avais jamais vu ça. Jusqu'au jour des élections, le 8 novembre 1960, Jackie aura donc accompagné John dans tous ses déplacements, y compris, ce jour-là, dans l'isoloir, alors qu'elle n'a jamais voté de sa vie. Senator Kennedy and his wife Jacqueline vote in his native town, Boston, Massachusetts. Photographers and reporters are all around them, for this is the man who in the next 24 hours may become President of the United States and she First Lady of the land. Peu après minuit, Richard Nixon, le président sortant, apparaît à la télévision pour annoncer sa défaite. John Fitzgerald Kennedy devient ce jour-là le 35e président des États-Unis, une victoire à laquelle il associe immédiatement son épouse. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. Thank you. À 43 ans, JFK est le plus jeune président jamais élu aux États-Unis. Jackie en a 31. À eux deux, ils forment le couple moderne et dynamique que l'Amérique attendait. Ce qui a fait, j'allais dire, bon poids, c'est Jackie à la Maison-Blanche. Car c'est vrai qu'elle succédait à Mamie Eisenhower, ça n'était pas le même look, ni le même folklore. C'est un tournant, c'est un pivot. On quitte un monde ancien pour aller dans un monde moderne. C'est un pivot générationnel. Les Américains ont voulu s'accrocher à cette image du couple idéal qui montre au monde entier ce qu'est l'American Dream, le rêve américain. Jackie Kennedy s'est glissée à merveille dans le tailleur de l'épouse du candidat. Tout le monde l'a bien compris,
c'est un couple que l'Amérique vient d'élire à la Maison-Blanche. Et chacun va, à sa façon, réinventer la fonction. Pour John Fitzgerald, celle de président. Pour Jackie, celle de première dame. C'est d'abord à l'étranger qu'elle va affirmer son nouveau statut. Dans une ville qu'elle connaît bien, Paris. C'est la première sortie officielle du couple présidentiel, 4 mois seulement après son arrivée à la Maison-Blanche. The presidential plane landed at Orly Airport in Paris. President Charles de Gaulle greeted the American chief executive. Tous les journalistes européens accourent vers la capitale française pour couvrir cet événement considérable. Les Kennedy arrivent. C'est Orly, c'est le tapis rouge, c'est la garde républicaine, c'est tous les fastes de la Ve République. J'étais au balcon et j'ai vu le convoi traverser très lentement la place de la Concorde. Il y avait des centaines de Parisiens qui les acclamaient. La foule rugissait littéralement d'excitation et d'adulation. Et celle que les Français attendent par-dessus tout, c'est Jackie. Elle est resplendissante de beauté et de sympathie. Les Français savent qu'elle a été étudiante à la Sorbonne. Donc c'est une petite étudiante du Boulmiche qu'ils vont retrouver première dame des États-Unis qui a épousé l'homme le plus puissant du monde. Et le charme de la jeune femme est tel que même le général de Gaulle va y succomber lors d'un dîner à l'Élysée. Le président français passera plus de temps ce soir-là avec la première dame américaine qu'avec son époux. Le général a entraîné Jackie, plutôt que Kennedy, dans la salle des fêtes. Et il a commandé, c'est la seule fois que je l'ai vu, il a commandé pour Jackie, il a commandé une boisson au buffet. Il a demandé à Jacqueline ce qu'elle voulait boire, il a commandé. Ça m'a beaucoup frappé. Tout se passe dans une chaleur humaine très importante. Et on voit que De Gaulle couvre du regard Jackie Kennedy. Elle fait partie de ces gens qui savent vous regarder dans les yeux lorsque vous leur parlez ou lorsqu'ils vous interrogent et qui, à ce moment-là, vous donnent la sensation que vous êtes la personne la plus importante du monde. Ça fait aussi partie de l'art de la séduction. With Mrs. Kennedy, who proved immensely popular with all Parisians, the American chief executive came to City Hall to be greeted by the president of the Municipal Council, Mr. Julien Tardieu. Quand elle est sortie de l'hôtel de ville, je veux dire que les gens criaient Jacqueline, alors que bon, très bien, enfin, quand même. Les cris de sympathie s'amplifient tellement sur le parvis de l'hôtel de ville où nous sommes que le président Kennedy prend son bain de foule. Il prend le premier bain de foule et il va vers les gens. Alors là, c'est du délire. C'est du délire, non seulement les photographes qui brandissent les vieux Rolleiflex de l'époque par-dessus leur tête pour immortaliser ce moment, mais surtout la ferveur populaire. Tout le monde veut toucher Jackie. C'est Jackie que les gens voulaient voir. Du coup, lui, il restait un peu en retrait et ça le faisait sourire. Au lieu d'être jaloux, il la laissait faire, en restant derrière. Et pour couronner ce succès, Jackie est reçue comme une reine dans un lieu habituellement réservé aux souverains, le château de Versailles. Alors la soirée de Versailles, c'est complètement à part parce que la soirée de Versailles est décidée par le général de Gaulle lui-même. C'est-à-dire qu'il veut recevoir ses hôtes dans l'un des lieux les plus prestigieux de France. Qu'est-ce qui est le plus prestigieux que le château de Versailles et surtout la Galerie des Glaces? Jackie avait l'air de vivre un conte de fées dans ce château de légende. La nuit, avec le parc illuminé, on avait fait fonctionner les jets d'eau. Enfin, l'ensemble était féerique. Jackie nous a dit, à plusieurs journalistes, c'est peut-être le moment le plus important de ma vie. Je suis au ciel. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Ce premier voyage officiel est donc une consécration pour Jackie. C'est elle qui fait la couverture des magazines et son mari est le premier à le souligner.
lors de son discours qui clôture ce séjour parisien. Ladies and gentlemen, I do not think it altogether inappropriate to introduce myself to this audience. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. Et l'influence de Jackie ne va pas s'arrêter là. De retour à Washington, elle a une nouvelle idée. Elle veut désormais rénover la Maison-Blanche. Le domaine de Jackie, c'était de créer l'image d'une présidence puissante. Et il n'y a pas d'autre mot, extrêmement glamour. Quand elle débarque à la Maison-Blanche, elle a un plan, elle a un projet qu'il faut tout changer, qu'il faut transformer la déco, qu'il faut rajeunir tout ça. Elle prend conseil de beaucoup de gens. Elle écoute, elle travaille, elle est organisée, cette femme. Elle prend des notes, il y a des cahiers, des carnets, tout ça a été répertorié, des archives. Vous êtes face à quelqu'un de parfaitement structuré et organisé. Durant des semaines, Jackie va surveiller chaque étape des travaux, vérifier tout dans les moindres détails. Et une fois tout mis en place, elle décide d'en faire un événement national. Le 14 février 1962, elle dévoile le résultat de son travail en direct sur CBS. Plus personne ne peut en douter, la maîtresse des lieux, c'est bien elle. Mrs. Kennedy, I want to thank you for letting us visit your official home. This is obviously the room from which much of your work on it is directed. Yes, it's attic and cellar all in one. Ce soir-là, des millions d'Américains sont au rendez-vous. Elle fait finalement découvrir aux Américains l'intérieur de la Maison-Blanche, décrivant avec beaucoup de détails et beaucoup d'amour le moindre bibelot, le moindre tapis, la moindre marqueterie, et prouvant à tout le monde qu'elle n'est pas seulement un objet de compagnie, comme on avait bien voulu la décrire avant, mais comme une femme très cultivée qui tient son rang et qui tient son rôle. That's the oldest thing in the White House, the only thing that was here since the very beginning. The government set a rather interesting precedent when that picture was painted. They commissioned the finest living artist of the day to paint the president, and then they gave it as a gift to the White House. Elle a apporté sa patte à la Maison-Blanche. Elle est allée fouiller un peu dans les greniers. Aucune première dame, avant elle, n'avait osé toucher au mobilier. Elle était fière de ce qu'elle avait fait à la Maison-Blanche. Elle était fière de de la grande salle à manger qui était parfaite, le salon où il y avait les papiers peints de l'époque de Washington. Et vraiment, elle était très fière de ce qu'elle avait fait, mais elle avait raison. Alors Jeannie Samé, elle va imposer son style, Jackie Kennedy. Elle va même s'en servir comme un étendard. Elle s'en servira comme une arme, comme la meilleure arme des États-Unis. C'est vrai que l'Amérique était considérée un peu comme le siège de l'esprit province. C'était pas le siège de l'élégance, on va dire. Oui, mais un peu. Et elle a voulu, d'entrée de jeu, que son élégance soit le symbole du dynamisme et de la jeunesse de l'institution des Kennedy. Ce qui est également intéressant, elle avait un petit problème avec les chapeaux. C'était pas son truc, les chapeaux. Elle aimait pas les chapeaux. Et très souvent, elle en portait, parce qu'elle était obligée, mais elle le portait à la main. Jusqu'au jour où la modiste qui était attachée à la maison Givenchy a eu l'idée de ces petits tambourins très dégagés, très relevés en arrière. Et elle a donné vraiment le ton à une mode nouvelle, les pillbox, qui étaient presque des cache-chignons. Et c'est très amusant parce que nous avons eu l'exemple récemment lors de la visite officielle du président de la République à Buckingham. Eh bien, Carla portait le même chapeau bien des années après. Donc une femme qui influence son époque et qui a continué à influencer par la suite. Alors voilà pour la mode, qui est une de ses armes. Mais Madame Kennedy ne va pas uniquement s'intéresser aux apparences. Avec elle, la culture va réellement faire son entrée à la Maison-Blanche. Car dans ces nouveaux appartements rénovés, Jackie a bien l'intention de recevoir du monde. Et pas n'importe qui. Elle organise de grands banquets avec les plus grands artistes américains.
On peut pratiquement dire que Jackie a inventé le rôle de ministre de la Culture aux États-Unis. Quand elle est arrivée à la Maison-Blanche avec son mari, ce poste n'existait pas. Elle était très férue d'opéra notamment, de danse, et elle s'est dit qu'il y avait évidemment une obligation pour la Maison-Blanche que de faire resplendir ses arts au sein de la Maison-Blanche et aux États-Unis de manière générale. Ça a été éblouissant. Éblouissant les dîners des Kennedy, les dîners de gala, avec des grands poètes, des grands écrivains, des grands musiciens. C'est pas du tout people ni showbiz, hein, c'est plutôt du très haut niveau. Hein. Le poète, c'est Robert Frost. Le musicien, c'est Pablo Casals. L'image du couple Kennedy semble donc bel et bien parfaite. Jackie maîtrise son rôle de première dame à la perfection. Quant à la vie de famille, tout semble aller pour le mieux. Elle attend son 3e enfant et John se montre plus amoureux que jamais. La vie de John était devenue de plus en plus solitaire à la Maison-Blanche. Les problèmes s'accumulaient. Du coup, il s'accrochait d'autant plus à Jackie. Malheureusement, un premier événement dramatique va venir briser cette image du bonheur. Nous sommes le 3 août 1963. Alors que Jackie est en vacances à Cape Cod, elle est emmenée en urgence dans un hôpital militaire. Enceinte de 7 mois, elle risque de perdre son enfant. L'Amérique suit l'événement en direct. Jackie subit une césarienne. L'enfant est vivant, mais son état est critique. The dramatic miracle of birth and a fight for life takes place at the Otis Air Force Base Hospital on Cape Cod as Mrs. Jacqueline Kennedy bears a premature son. L'enfant est immédiatement emmené à l'hôpital de Boston. Il présente de graves difficultés respiratoires. À 4 heures du matin, la foule aperçoit John Fitzgerald Kennedy sortir de l'hôpital le visage fermé. Son enfant n'a pas survécu. Une fois à l'abri des regards, le président fond en larmes. À ce moment-là, il avait également très peur de perdre Jackie. Je ne sais pas quelle était exactement la probabilité, mais elle a failli mourir lors de cet accouchement. Mais le plus étonnant dans cette histoire, c'est la suite. Quelques semaines plus tard, le couple fête ses 10 ans de mariage devant les caméras, comme si tout allait pour le mieux. Rien ne doit venir troubler l'image idyllique que Jackie s'est donné tant de mal à bâtir. Personne ne se doute alors qu'un autre drame plus terrible encore les attend quelques mois plus tard. Novembre 1963. Le couple repart en campagne. John brigue un second mandat quasiment assuré. Et la première étape, c'est le Texas. Friday morning, 11:37. The president's jet lands at the Dallas airport, Love Field. Several thousand enthusiastic Texans are on hand to give the president and Mrs. Kennedy a warm welcome. Friday, 10 minutes before noon. The motorcade begins the 11-mile ride to the Dallas Trade Mart. Even the freeway was jam-packed with spectators waiting their chance to see the president as he made his way towards the Trade Mart. It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. There's numerous people running up the hill. That's an unconfirmed report that the president was hit in the head. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. J'étais dans une librairie à Washington. C'était ma pause déjeuner. Il y avait peut-être une centaine de clients. Comme d'habitude, on entendait les conversations, et soudain, tout le monde s'est tu. Tout le monde errait dans les rues. On n'arrivait pas à croire que c'était réellement arrivé. On était tous là et on ne savait pas quoi dire, ni quoi faire.
C'est un moment que je ne pourrai jamais oublier. C'était un espèce de rêve qui s'effondrait totalement. Et puis j'ai pensé à Jacqueline tout de suite. Je me suis dit, c'est horrible, horrible. Elle n'avait pas mérité ça, lui non plus. Et j'ai pleuré comme une madeleine, c'est vrai. Il ne faut jamais oublier ce qui se passe dans cette voiture décapotable. Et qu'est-ce qu'elle reçoit sur la figure? Elle reçoit, comme une tomate qui aurait éclaté, des éclats du cerveau de son mari. Il faut toujours prendre ça en compte. On ne saura jamais pourquoi elle grimpe à quatre pattes sur le capot arrière. Est-ce que c'est parce que dans la panique totale, elle veut essayer de s'échapper, ce qui est impossible, ou est-ce que c'est pas simplement pour essayer de récupérer un morceau de son mari? C'est donc une horreur. C'est une pure horreur. Quelques heures plus tard, le vice-président Lyndon Johnson doit prendre ses fonctions et Jackie assume son rôle de première dame, en continuant même à contrôler son image. Elle ne s'est pas changée, elle a son tailleur rose avec le sang de son mari sur son tailleur Chanel. Elle est animée à la fois par la douleur, le deuil, la stupéfaction, l'horreur, l'indignité, mais aussi la colère. Une sorte de colère rentrée. Je veux qu'il voie ce qu'ils lui ont fait. On ne sait pas qui, parce que personne ne savait à ce moment-là qui avait fait ça. Elle s'est déplacée plusieurs heures avec ce tailleur rose maculé de sang, car pour elle, c'était une sorte de symbole de sacrifice. Non seulement sa tenue était maculée de sang, mais son âme l'était également. Jackie ne s'accorde aucun répit. À peine revenue à la Maison-Blanche, elle s'occupe immédiatement de l'organisation des funérailles de son mari. Comme chaque événement de sa vie, Jackie met tout en scène. Même au sein d'un tel deuil, est parfaitement capable d'exercer son contrôle et de faire en sorte que ça se passe comme ça doit se passer. Voilà. Du coup, ce qui aurait pu être une sorte de désordre affreux restera dans l'histoire des États-Unis comme un moment de splendeur et de tradition. Et le 25 novembre, l'Amérique enterre son président. Tous les regards sont tournés vers Jackie. Jackie était la veuve par excellence. Même quand elle était dévastée par le chagrin, elle savait quoi faire. Elle avait ça en elle. Elle avait un maintien absolument parfait. On n'a pas vu couler une seule larme. Elle a été d'une détermination. Elle allait jusqu'au bout, j'allais dire, de son calvaire, sans montrer quoi que ce soit. On se souvient de ces images terribles où je crois qu'il y a 80 chefs d'État qui sont présents pour assister aux obsèques, et d'une Jackie totalement digne avec un voile noir comme ça couvrant son visage, très dur, très sobre et très femme à la fois. J'étais juste derrière le général de Gaulle. On marchait. Il n'y avait pas d'ordre précis, c'était hallucinant. Les honneurs qui ont été rendus à JFK étaient pratiquement sans précédent depuis Lincoln. Jackie y tenait, mais je pense que de toute façon, toute la nation était derrière. Et ce jour-là, c'est le geste d'un petit garçon qui va entrer dans l'histoire. John Jr., alors âgé de 3 ans, s'avance
et salue le cercueil de son père. Ce petit garçon qui salue, je n'oublierai jamais cette image. Ce geste, comme chacun des détails de ses funérailles, c'est à sa mère qu'on le doit. Ce n'est pas un geste qui a été inspiré par l'enfant lui-même, il a été répété. Il fallait que cet enfant, qui ne comprenait pas, il était trop petit pour comprendre véritablement la situation, fasse quelque chose. Et elle avait pensé à ce geste, et c'est un geste qui restera, j'allais dire, jusqu'à la fin des temps. Elle le fait aussi parce qu'elle a envie de dire à cet enfant, il faut le saluer. Hein. Moi, je veux reconnaître dans ces moments terribles et absolument extraordinaires et inoubliables à Madame Kennedy veuve, l'authenticité de leur douleur et simplement le génie de leurs gestes. Ils ont les bons gestes au bon moment. Ainsi s'achève l'histoire officielle de John et Jackie, un couple exemplaire au destin brisé par ce terrible attentat. Durant des années, Jackie fera tout pour entretenir cette légende. Jackie Kennedy a été effectivement telle qu'on pouvait la décrire ou qu'on aurait pu l'imaginer dans un film ou dans les livres. Hein. Elle s'est comportée de façon livresque, de façon romanesque. C'est une icône, c'est une légende, c'est une héroïne de roman, sauf que le roman, il est vivant. Le roman, c'est la réalité. Mais passé le drame et les cérémonies, Jackie va très vite prendre conscience de l'impact de l'événement. Et sa première réaction va être de défendre à tout prix la mémoire de son mari. Préserver son image, celle d'un mari modèle, faire oublier les zones d'ombre et même, vous allez le voir, les gommer, tout simplement. Quelques jours après l'assassinat, Jackie se retranche dans une pièce de la Maison Blanche. Elle visionne des heures et des heures de films tournés par les caméras officielles. Elle souhaite que les seules images qui resteront pour la postérité soient celles d'une famille idéale. Avec Bobby Kennedy, ils vont fouiller, ils vont trier les archives de la Maison-Blanche, les documents iconographiques, etc. Et surtout, tous les détails qui se sont passés avant le 22 novembre 1963. Elle essaie de contrôler son image, l'image de son mari, etc. Puis surtout, elle a idéalisé ce qui s'est passé. Désormais, les seules images officielles des Kennedy sont celles-ci. Les images d'une famille soudée, souriante, qui respire le bonheur. Tout ce qui ne correspond pas à ce tableau idyllique va tout simplement disparaître. Ils ont su fabriquer une telle image d'un tel couple, avec les enfants, que ça fait une sorte d'album de famille permanent que l'Amérique et le monde entier feuilletaient. C'est le premier couple star de la Maison-Blanche. Ils ont, à un moment donné, totalement éradiqué Hollywood. Hollywood était à Washington, c'était plus en Californie. Jackie est parvenu à créer un mythe, celui d'un couple modèle à la tête de la première puissance mondiale. Mais derrière cette vision de façade se cache une réalité beaucoup moins lisse, qu'elle ne parviendra pas toujours à faire oublier. La première entorse publique à cette image de famille idéale a eu lieu 1 an auparavant, lorsque Jackie était en voyage officiel en Inde, le 12 mars 1962. India, her people, and Prime Minister Jawaharlal Nehru expect a visitor. Mrs. Jacqueline Kennedy, wife of the 35th President of the United States. Elle a fait cette visite d'État seule, sans le président. Il s'agissait d'une visite officielle. Elle représentait les États-Unis, même si elle n'avait pas de statut officiel.
Jackie fait un très bon job parce qu'elle passe très bien avec Nehru. Nehru, il était tellement subjugué par sa beauté, par son élégance, mais surtout par sa culture, parce qu'elle s'est énormément investie avant ce voyage pour s'intéresser à ce qui se passe en Inde. As I look back upon my journey through India, it is with a feeling of great affection for this country and its people and for the Prime Minister, whose kindness made my visit possible. Mais ce ne sont pas les seuls souvenirs de ce voyage. En fait, Jackie est furieuse. Elle vient d'apprendre que pendant qu'elle visitait le Taj Mahal, John, lui, était à New York, à l'hôtel Carlyle, en compagnie de Marilyn Monroe. Et ce n'est pas le seul dérapage durant cette période. Au même moment, Edgar Hoover, directeur du FBI, vient faire des remontrances au président Kennedy, car l'une de ses maîtresses du moment, Judith Campbell, est liée à la mafia. Quelques jours plus tard, c'est Mary Meyer, une autre de ses maîtresses, qui est surprise dans la partie privée de la Maison-Blanche, en l'absence de Jackie. John a eu de nombreuses liaisons à la Maison-Blanche. Récemment, on a même appris qu'il avait eu sa propre Monica Lewinsky. Le même genre d'histoire que le président Clinton avec une jeune stagiaire. Ils ont fait l'amour à la Maison-Blanche alors que Jackie n'était pas là. Jackie était obligée de fermer les yeux sur les liaisons de John. Elle n'avait pas le choix. Je pense que tant qu'il ne l'humiliait pas, elle était capable de le supporter. Pour l'instant, aucune de ces femmes n'avait inquiété Jackie. Mais avec Marilyn, c'est différent. Car la star va tout faire pour dévoiler sa liaison avec le président des États-Unis. Nous sommes le 29 mai 1962, le soir du 45e anniversaire de John Kennedy. Une soirée de gala est organisée au Madison Square Garden de New York. C'est ce jour-là que Marilyn Monroe a choisi pour sortir de l'ombre à sa façon. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Marilyn était moulée dans cette robe couleur chair, recouverte de sequins, qui semblait cousue à même sa peau. Elle est arrivée sur scène et a chanté « Joyeux anniversaire, Monsieur le Président » avec cette voix lascive, mémorable. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. I can now retire from politics after having had Happy Birthday sung to me in such a sweet, wholesome way. Au même moment, Jackie est partie faire du cheval en Virginie. Elle a tout fait pour éviter la confrontation, mais cette humiliation publique ne passe pas. Alors cette fois, elle a décidé de réagir. Jackie trouvait que c'était de très mauvais goût et elle était dégoûtée par la façon si aguichante dont Marilyn avait chanté pour son mari. La plus célèbre femme au monde minaudait et susurrait comme ça devant son mari, visiblement folle amoureuse de lui, le tout apparaissant bien sûr dans les médias du monde entier. Évidemment, c'était très humiliant. L'image du couple Kennedy vient d'être mise à mal. Et la pression médiatique est tellement forte que Jackie, pour la première fois de sa vie, décide de prendre la fuite. Il fallait qu'elle s'échappe avec toute cette pression sur sa vie privée. Elle avait besoin de s'échapper. Le 4 octobre 1963, elle s'envole pour l'Europe. Et c'est au cours de ce voyage qu'elle va rencontrer Aristote Onassis, l'autre homme qui va bouleverser sa vie. À ce moment-là, Onassis avait une liaison avec la sœur de Jackie. Et il lui a dit « Pourquoi est-ce que tu n'invites pas ta sœur sur mon bateau, à bord du Christina, pour qu'elle récupère ?» À cette époque,
Onassis est armateur et il a un contentieux avec les Kennedy. Il vient de payer plusieurs millions de dollars d'amende à la justice américaine pour une sombre histoire de réglementation maritime. La venue de Jackie est une occasion en or pour régler ses comptes. Onassis a saisi cette occasion car il savait que ça allait mettre très en colère les Kennedy. Imaginez la première dame des États-Unis avec Onassis sur la Méditerranée. Ça pourrait être une gêne immense pour le président, sa famille et en fait pour l'Amérique tout entière si cela venait à se savoir. Elle est sur le bateau, le Christina, elle est sur l'île de Scorpios, elle est complètement isolée des États-Unis. Les États-Unis se trouvent à des milliers de kilomètres de là, hein. Donc elle a une certaine intimité. Hein. Elle est sous le charme. Jackie avait du caractère. Elle était déterminée à faire cette croisière pour punir John. Elle reste sans lui donner de nouvelles pendant plusieurs semaines. Je crois qu'elle part 2-3 semaines. Et là, par contre, c'est John qui lui demande de rentrer à la Maison-Blanche avant que les rumeurs, qui sont déjà européennes, viennent jusqu'au pays, aux États-Unis. La vengeance de Jackie a fonctionné. John est jaloux et lui demande de ne plus jamais revoir Onassis. Jackie finit par pardonner l'affaire Marilyn et décide alors de rentrer aux États-Unis. Elle veut surtout sauver les apparences car la campagne pour les présidentielles vient de commencer et c'est seulement quelques jours après son retour de Grèce que Jackie et John se retrouvent à Dallas dans une limousine décapotable pour définitivement sceller leur destin commun. Comment vivre ou plutôt survivre à un tel drame? Jackie Kennedy se retrouve seule à devoir gérer cet héritage face aux médias. Un poids lourd, trop lourd peut-être, d'autant plus que le destin va s'acharner. Privée de son mari, Jackie Kennedy se retrouve seule à Washington. Sa vie a basculé du jour au lendemain. Elle s'est retrouvée la femme du président Kennedy, la veuve. Et ça a été très dur d'être la veuve. C'était très dur d'être à Washington et de ne plus être à la Maison-Blanche. Franchement, entre nous, c'était un peu abominable. 15 jours après le décès de son mari, Jackie quitte la Maison-Blanche. Elle part s'installer avec ses enfants dans cette maison du quartier de Georgetown. Elle vient chercher le calme, mais tous les projecteurs sont braqués sur elle. Les cars de touristes venaient stationner devant sa maison pour prendre des photos. Elle est obligée de tirer les rideaux. Il y a des milliers de personnes qui passent chaque semaine pour faire des photos, pour voir les enfants, pour lui souhaiter bonne chance. L'opinion américaine n'a pas mesuré à quel point Jackie souffrait de son statut de star quelque part. Dans son malheur, Jackie peut toujours compter sur le soutien du clan Kennedy, et en particulier sur Bob, le frère cadet de John. Alors bien évidemment, dès la mort de John F. Kennedy, le frère Bobby l'a beaucoup aidé, très proche d'elle, très intime. Et je pense qu'il a été un tel soutien moral que ça a permis aussi à Jackie Kennedy de ne pas craquer. Et donc elle a beaucoup reposé sur Bobby. Il s'est rapproché de Jackie parce que c'est vrai qu'ils pouvaient converser, ils pouvaient parler sur John. Donc c'est vrai que Bobby Kennedy et Jackie se sont plus quittés pendant 2 ans. Mais un autre homme va aider Jackie à surmonter cette épreuve. C'est Aristote Onassis. Contrairement à ce qu'elle avait promis à son mari, Jackie est restée en contact avec lui. Elle va même jusqu'à le convier à Washington, le jour des funérailles de John. Jackie a invité Onassis à Washington. Elle ne l'a pas seulement invité aux funérailles de John, mais à la Maison-Blanche. Vous vous rendez compte? Invité à la Maison-Blanche. Le jour des obsèques, Onassis se retrouve donc en plein territoire ennemi en quelque sorte, au cœur du clan Kennedy. Bobby provoquait Onassis. Il essayait de l'humilier. Mais Onassis savait ce qu'il devait faire. Et pour une fois dans sa vie, il n'a pas perdu son calme. Il n'est pas tombé dans le piège de Bobby. Ce jour-là, Bobby Kennedy a bien compris qu'Onassis voulait conquérir le cœur de Jackie. Mais tant qu'il veillera sur elle, Jackie ne cédera pas.
Seulement, le destin va s'acharner. En 1968, Bob est candidat au présidentiel. Il veut reprendre le flambeau des Kennedy. Et profitant de l'image laissée par son frère, il est en tête dans les sondages. Le 5 juin, Bob Kennedy est à l'hôtel Ambassador à Los Angeles. Il vient de remporter les primaires de Californie. Quelques secondes après son discours, Bobby Kennedy quitte la scène. C'est alors qu'un militant palestinien caché dans la foule sort un revolver. Il lui tire une balle en pleine tête. La malédiction a frappé une nouvelle fois les Kennedy. Bobby meurt le lendemain matin, à l'hôpital. 5 ans après l'assassinat de JFK, Jackie ne le supporte pas. Elle avait beaucoup espéré que Robert devienne président. Et quand Robert est mort, ça a été vraiment un deuxième choc horrible pour elle. Elle était simplement accablée de douleur. Elle s'arrachait presque les cheveux. Elle ne pouvait pas croire qu'un deuxième frère Kennedy ait été assassiné. J'ai reçu une lettre d'elle qui était vraiment une lettre désespérée. Enfin, on sentait qu'elle était très, très touchée par cela parce que c'était la fin des Kennedy. Elle a même dit à un de ses amis, « Ils vont tous nous tuer ». Elle est devenue un peu bizarre. À l'enterrement, elle se comportait comme si c'était elle la veuve. Après la disparition de Bobby, Jackie se retrouve seule, sans personne pour la protéger. Alors, elle se tourne rapidement vers celui qui la harcèle depuis des années, Aristote Onassis. Onassis s'est imposé comme étant la seule personne pouvant l'aider, et pour cause, il n'y avait plus que lui. Donc elle a immédiatement accepté de l'épouser. Là, nous entrons dans une période trouble où l'intérêt, le profit, l'échange, à toi, à moi, qu'est-ce qu'elle apporte à Onassis, qu'est-ce qu'il lui apporte, joue. Ce qu'Onassis attendait d'une telle union, c'était évidemment la publicité. Il pensait devenir intouchable. Jackie, elle, a toujours été honnête avec lui. Elle lui a dit « N'attends pas de l'amour de ma part. Ce que je veux, c'est de la sécurité et de l'argent. » C'est pas forcément mesquin, ni laid, ni répréhensible, mais enfin, ça s'appelle pas une histoire d'amour, hein. Il faut être clair. 4 mois après le décès de Bob Kennedy, Jackie devient Madame Onassis. Un mariage en Grèce qui ne fait pas l'unanimité. Le mariage a été un moment assez extraordinaire. La famille était là, mais Alexander, le fils d'Onassis, ne voulait pas venir. Christina, sa fille, détestait Jackie. Et ses sœurs n'étaient pas folles de joie à cette idée. Onassis a insisté pour qu'ils soient tous là. Du coup, vous aviez une assemblée assez étrange, car personne ne voulait de ce mariage, à part Jackie et Onassis. Jackie doit également affronter la colère de sa propre famille. Et sa famille, depuis l'assassinat de son mari, c'est l'Amérique tout entière. Les Américains et Américaines auraient préféré que Jackie reste en permanence, la veuve éplorée, digne, seule, pouvant sortir de temps en temps avec un monsieur tout à fait convenable qui l'emmène au théâtre ou à l'opéra, et que le fait qu'elle épouse un milliardaire grec les a légèrement secoués. Unbelievable. I think it's disgusting. I think she must be looking for a Foley image or something. I think he's too old. Why do you think he's too old for her? I don't know. She's almost 40 and he's in his 60s, and unless she's marrying for money or something. On l'appelait plus Jackie Kennedy, on l'appelait Jackie O, ce qui n'était pas très sympathique, mais c'était une façon de la mettre en dehors, de la mettre entre parenthèses. Mais Jackie n'en a que faire, ses priorités ont changé depuis la mort de John. Pas question pour elle de s'installer dans cette image de veuve inconsolable, encore moins de changer de train de vie.
faut savoir qu'en tant que veuve, elle percevait un salaire qui était vraiment minime. Les Kennedy ne versaient pas beaucoup d'argent à Jackie pour ses enfants, etc. Il y avait un compte à part et tout. Donc il lui fallait survivre et son train de vie, protéger son train de vie. C'est vrai qu'Onassis a contribué à tout ça. Pour fuir les rumeurs et la pression médiatique, elle part alors avec ses enfants s'installer en Grèce, avec la ferme intention de commencer une nouvelle vie. Et dans l'Empire Onassis, Jackie est traitée comme une reine. Son nouveau mari commence même finalement à lui plaire. C'est un homme qui est très chaleureux, il est méditerranéen, il la fait rire, bon, il aime danser avec elle, il lui fait goûter la gastronomie grecque. C'était un couple qui s'entendait très très bien, lui-même était fasciné par elle et ils avaient l'un vis-à-vis de l'autre un certain amusement. Ils se distrayaient l'un l'autre. Il s'intéresse très peu à sa littérature, au monde des arts, au musée, etc. Mais malgré tout, il lui apporte beaucoup de chaleur. Il a fait rire surtout. Mais malheureusement, cette période de calme pour Jackie ne va pas durer. Et le monde entier s'en rend compte le 21 mai 1970, lorsqu'Aristote Onassis est photographié, ici, à Paris, en compagnie de la cantatrice Maria Callas. Pour l'anniversaire de la Callas, ils se rendent ensemble chez Maxim's, de la manière la plus publique qui soit. Imaginez un anniversaire avec Onassis, la Callas et tous leurs amis, chez Maxim's. C'était une façon de déclarer publiquement qu'ils étaient de nouveau ensemble. Toute la presse mondiale était là, évidemment. Quand elle découvre les photos dans la presse, la réaction de Jackie est immédiate. Elle a pris le premier avion. Elle est arrivée à Paris dans les 12 heures qui ont suivi et elle a insisté auprès d'Onassis pour refaire la même soirée et les mêmes photos avec elle à la place de la Callas. C'était drôle, bizarre et hilarant et c'est sa fureur qui lui a fait faire ça. Elle a évidemment souffert de sa liaison avec la Callas, puisque la Callas voulait des enfants d'Onassis et était une maîtresse à part dans la vie d'Onassis. C'était plus qu'une maîtresse, c'était vraiment presque une seconde femme. Jackie a la désagréable impression de revivre une page de son histoire avec John Kennedy. Une nouvelle fois, elle sent son mariage lui échapper. Jackie vivait comme une femme indépendante qui prend ses propres décisions. Elle fumait comme un pompier et ça ne plaisait pas beaucoup à son mari. Onassis n'appréciait pas qu'elle lui tienne tête, surtout devant sa famille. Harry trouvait même que Jackie dépensait beaucoup trop d'argent. À un moment, il a même dû prendre des dispositions pour limiter ses dépenses, ce qui a créé encore plus de problèmes entre eux. Ne se sentant plus désirée, elle quitte son paradis méditerranéen. Elle repart avec ses enfants habiter New York. L'ex-première dame préférée des Américains est de retour au pays. Alors les photographes vont à nouveau en faire leur cible privilégiée, et en particulier un certain Ron Galella. J'attendais devant son appartement et je la photographiais quand elle allait faire du shopping, voir un ballet, ou avec les différents hommes qui l'escortaient. Et elle était vraiment un sujet très intéressant pour moi, car Jackie ne posait jamais. Elle a toujours voulu préserver sa vie privée, mais c'était encore pire pour ses enfants. Elle voulait que John et Caroline aient une vie normale, avec le moins de publicité possible. Donc j'ai commencé à l'énerver quand j'ai pris des photos d'elle avec ses enfants. Et le 24 septembre 1969, c'est la goutte d'eau. Ce jour-là, Jackie rentre tranquillement chez elle avec John Jr. Et comme souvent, Ron Galella rôde dans les parages. J'ai pris des photos d'elle et de John, tous les deux à vélo dans Central Park. Je me cachais dans les buissons, derrière un arbre pour prendre ces photos. Je continuais à prendre des photos alors qu'elle était au coin de la rue. Et pendant ce temps, elle cherchait du regard les agents des services secrets qui étaient toujours là pour la protéger.
Les choses ont vraiment empiré. Les agents m'ont bloqué, ils m'ont jeté dans la neige, ils m'ont vraiment maltraité. Le photographe décide alors de porter plainte contre Jackie. Mais la bataille ne fait que commencer. J'ai attaqué Jackie au nom de la liberté de la presse. C'est le premier amendement de la Constitution américaine. Elle a porté plainte à son tour pour harcèlement et atteinte à la vie privée. Le procès aura lieu 3 ans plus tard. C'est la première fois qu'une célébrité se retourne contre la presse aux États-Unis. Jackie a l'intention de se battre et durant les 26 jours de procès, elle ne manquera aucune audience. Un jour, mon avocat lui demande « Vous ne pensez pas que vous intéressez les gens, les journaux ?» Il tentait de justifier mes photos. Elle lui a répondu « Non, non, je n'intéresse personne. » Alors il lui a demandé « Pouvez-vous me dire pourquoi est-ce que le public est aussi nombreux dans cette salle? Vous croyez que c'est pour moi ?» Mais le juge donne finalement raison à Jackie. Le photographe devra se tenir à bonne distance de la famille Kennedy. Il ne les prendra plus jamais en photo. Et le procès aura pour effet de libérer Jackie, durant quelque temps, de la pression des photographes. Une pause qui sera de courte durée. Aristote Onassis va mourir. Et même si leur couple était devenu fictif, il va falloir que Jackie reprenne le temps des obsèques, son rôle d'épouse. Mr. Onassis died on March 15, 1975 at 12:30 p.m. from a bronchopulmonary infection. Onassis était soigné depuis quelques semaines en France, à l'hôpital américain de Neuilly. Et la seule personne à ses côtés au moment de sa mort, c'est la femme de sa vie, Maria Callas. Jackie prend alors le premier avion pour la France, car officiellement, la femme d'Onassis, c'est encore elle. Elle est revenue à Paris, très élégante, et elle a déclaré à la presse qu'elle avait eu une vie très agréable avec cet homme, qu'il avait été très généreux avec elle. Mais elle n'a parlé ni d'amour, ni d'affection. Jackie a sauvé la face, à Paris. Ce sera beaucoup plus difficile en Grèce, le jour des obsèques. Face à elle, Christina, la fille du milliardaire, qui ne l'a jamais acceptée. Jackie a fait un effort pour la toucher, ce qui était assez inédit de sa part. Elle s'est forcée à prendre Christina par le bras, et pourtant, elle n'était pas une personne très tactile, mais elle a essayé. Les deux femmes font bonne figure devant les caméras, mais une fois Onassis enterré, une bataille farouche s'engage au sujet de la succession. La disparition d'Onassis est gérée de manière beaucoup plus légale, dans le sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire juridique, que sur le plan émotionnel. Ça a été confié à des avocats qui ont tout fait pour faire traîner les choses. Et au bout d'un moment, Christina a perdu son calme et a dit « Donnez à cette femme ce qu'elle veut. Je veux qu'elle sorte de ma vie. » C'est ainsi que Jackie obtient la somme de 26 millions de dollars. Grâce à cet argent, à 45 ans, pour la première fois de sa vie, elle devient indépendante. Pour redémarrer sa vie, une nouvelle fois, Jackie s'installe définitivement à New York. Elle n'a jamais été aussi belle, très épanouie. On tombe sur une période d'espérance en disant « Maintenant, je suis une femme, je suis une américaine, je suis indépendante financièrement, etc. Je vais enfin pouvoir vivre ma vie. » Dans cette ville, Jackie se sent chez elle. C'est ici qu'elle a grandi, c'est ici qu'elle est toujours venue se réfugier. Très rapidement, elle se réapproprie la ville. J'habitais le Upper East Side, c'est-à-dire sur la 77e rue, et c'était le quartier de Jackie. C'était tout à fait étonnant de la voir, de la croiser, soit faisant son jogging dans Central Park très tôt le matin, soit marchant, allant au restaurant d'à côté. Elle se fondait parfaitement dans cette ville de New York, où on peut très facilement disparaître. L'héritage Onassis l'a mise à l'abri. Mais Jackie veut trouver un travail, une activité, et en septembre 1975, elle devient éditrice.
Elle se sent utile, elle n'est plus un faire-valoir, elle n'est plus une première dame, elle n'est plus une potiche bardée de diamants et de colliers. Elle avait un petit bureau, comme tout le monde. Elle allait à son bureau, à heure fixe. Elle n'était absolument pas capricieuse. D'une certaine façon, il était beaucoup plus naturel pour elle d'être une éditrice à New York que d'être la femme du président des États-Unis à Washington. Le reste du temps, Jackie suit de très près l'évolution de ses deux enfants, John Jr. et Caroline. Jackie rêvait d'une éducation parfaite pour ses enfants. En cela, elle est plutôt comblée. C'est pas devenu des gosses de riches, vous voyez, des gens un peu prétentieux, etc. Et tout. Elle leur a donné l'envie de réussir et de faire quelque chose de leur vie. Caroline, l'aînée, ressemble beaucoup à sa mère. Écrivain, éditrice et avocate, elle s'est mariée très jeune à un grand architecte new-yorkais. Caroline, c'est une femme très mûre. Elle a beaucoup de tempérament, elle a beaucoup de personnalité de sa maman, c'est une femme très déterminée, elle sait ce qu'elle veut. John Jr., en revanche, cause plus de soucis à sa mère, car c'est lui désormais qui porte sur ses épaules tout l'héritage Kennedy. Today, 22-year-old John F. Kennedy Jr. was among 1,400 students to graduate from Brown University in Providence, Rhode Island. L'Amérique suit le parcours de John depuis son enfance. Tout le monde veut voir en lui le digne successeur de son père, mais lui a d'autres centres d'intérêt. John, c'est un beau gosse. Donc toutes les filles américaines sont folles amoureuses de lui, etc. C'est vrai qu'il a beaucoup de succès et d'amour. On lui prête des liaisons avec des stars comme Madonna, etc. et tout. Donc c'est sûr qu'elle est inquiète parce qu'elle n'a pas du tout envie qu'il parte dans cette direction-là. À cette époque, John fait la une de la presse People. Il sort avec l'actrice Daryl Hannah et veut devenir acteur. Jackie fait tout pour l'en dissuader. Jackie avait très peur que John veuille partir à Hollywood. Elle préférait qu'il ait une vie au service des autres, qu'il devienne avocat. Et elle finit par le convaincre. John poursuit ses études de droit et après plusieurs tentatives, obtient son diplôme d'avocat. Il ratera son premier examen au barreau de New York, puis il va falloir s'y mettre une deuxième fois. Les tabloïds font la une là-dessus, sur John, l'échec de John. Sa mère, je pense, le pousse un peu pour réussir. John Jr. n'est pas une bête de concours, mais c'est quelqu'un vraiment de brillant et surtout d'énergique. Et je pense qu'il fait la fierté de sa mère. Yes, that's my plan. Great. Thank you all very much. Bye-bye. Thank you. John, Thank you. Good luck today. Thank you. La presse suit alors chacun de ses pas. Et John Jr. commence à avoir une certaine ambition. En fait, John Jr. voulait retourner à la Maison-Blanche. C'était chez lui. Il voulait être président à tout prix. Avec John Jr., l'Amérique pense avoir trouvé son nouveau JFK. Et les médias n'ont Dieu que pour lui. Alors Jackie, pendant ce temps, parvient enfin à se faire oublier. Elle a tellement essayé de mener une vie normale que la presse a respecté ce souhait. En 1976, un an après son retour à New York, lorsqu'elle rencontre son nouveau compagnon, Maurice Templesman, personne ne s'intéresse à cette liaison. C'est un diamantaire qui gère des grosses fortunes pour des hommes d'État, pour des milliardaires de par le monde, qui conseillait Jackie sur la gestion de sa fortune personnelle. Mais effectivement, un homme très discret, mais surtout un homme très doux et très compréhensif. Et en cela, il lui a apporté, je pense, plus que n'importe quel autre homme dans sa vie. C'est finalement avec lui qu'elle aura sa plus longue liaison. Elle passera 16 années à ses côtés, jusqu'à ses derniers jours. En juin 93, Jackie et son compagnon font un dernier voyage en France, direction Arles, chez son ami, le photographe Lucien Clergue. Avec lui, elle découvre la Camargue. On est allé à l'embarcadère et là, ça a été le bonheur. Parce que tout d'un coup, elle se retrouvait dans une nature et elle avait l'air tout à fait d'apprécier.
Et il y a eu ce moment très émouvant où elle est allée s'isoler au bout de ce petit bateau et à contempler la Camargue. J'ai envie de dire qu'on a senti enfin débarrassé de tout ce fatras énorme de gloire, de gloriole, de tout ce qu'on voulait, qu'elle était enfin elle-même, qu'elle pouvait jouir elle-même d'être ce qu'elle était, tout simplement. Jackie est apaisée, sereine. Personne ne peut imaginer que ses jours sont comptés. Quelques mois après ce dernier voyage, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer incurable. Elle m'a annoncé qu'elle avait ce cancer et que les pronostics n'étaient pas bons. Il y a eu le communiqué, je me souviens de ce soir-là, c'était en février, communiqué alarmiste quand même, en disant que Jackie est atteinte d'un cancer des glandes lymphatiques. Mais c'est vrai qu'on la voyait marcher dans la rue et que 4 jours avant sa mort, elle n'avait pas l'air plus affaiblie que ça. J'ai été impressionné par le courage dont elle a fait preuve jusqu'au bout. Elle était très forte vis-à-vis de sa maladie. This is a CBS News special report. Dan Rather reporting from CBS News World Headquarters in New York. Former First Lady Jacqueline Kennedy Onassis has died of cancer at her apartment in New York City. She was 64 years old. Quand j'ai appris qu'elle était morte, c'était un grand choc parce qu'elle avait une telle volonté de vivre. Il y avait une injustice quand même, parce qu'elle était encore jeune, belle, et on la sentait pleine de vie, quoi. Enfin, on ne sentait pas quelqu'un de fatigué du tout. Donc, c'était un choc, c'était une brutalité inouïe. Elle pouvait avoir une vie maintenant calme, heureuse, ses enfants, ses petits-enfants, tout allait bien. Mais bon, c'était fini. Et vraiment, j'étais très triste, très triste. Le 23 mai 1994, les obsèques de Jackie Kennedy sont célébrées à New York. Une nouvelle fois, l'Amérique est en deuil. There's Caroline getting into the back of the car. And Schlossberg joining her, John Kennedy, Mrs. Onassis' longtime companion, Maurice Templesman. Énormément de New-Yorkais sont venus pour voir son cercueil. Ils voulaient le voir porté dans cette église, car c'était l'église où elle avait été baptisée petite fille. Vous étiez face à une foule de gens qui pleuraient. Ils avaient l'impression de la connaître et d'avoir grandi avec elle. Il y avait des haut-parleurs qui retransmettaient l'homélie et l'oraison funèbre prononcée par Ted. She was always there for our family in her special way. She was a blessing to us and to the nation, and a lesson to the world on how to do things right, how to be a mother, how to appreciate history, how to be courageous. L'intensité était très forte, on savait que c'était la fin de quelque chose. Selon ses dernières volontés, Jackie est enterrée aux côtés de John Kennedy au cimetière d'Arlington. Jackie avait dit à Maurice Templesman qu'elle l'aimait. Mais elle a ajouté qu'il était important pour elle de reprendre sa place dans l'histoire. Et que quand elle mourrait, elle voulait être enterrée aux côtés du président Kennedy.
John portait ça en lui. En tant que Kennedy, il avait le sens de ces moments. Ce sont des moments clés qui ont fait pleurer les Américains et qui leur ont rappelé l'héritage des Kennedy. Et la malédiction des Kennedy, vous le savez, s'est poursuivie. Le 16 juillet 1999, John Jr., que Jackie aimait tant, se tuait dans le crash d'un avion qu'il pilotait. Dans toutes les interviews de Jackie Kennedy, vous remarquerez que jamais l'ex-première dame n'acceptera de se livrer. Elle ne livrera que l'écume des choses, ne laissant aucune place à toute forme de révélation. Pourtant, il existe une trace bien réelle de ces confessions, un enregistrement. 14 heures d'entretien gardées secrètement depuis des années dans un coffre de la Fondation Kennedy. Seulement, dans son testament, elle a stipulé que ces 14 heures ne pourront être rendues publiques que 50 ans après la mort de son dernier enfant. Définitivement, chez les Kennedy, on écrit toujours sa vie comme un roman.